Et beaucoup se disent, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de parler du Mali? Beaucoup de Maliens me disent, mais pourquoi tu n'arrêtes pas? C'est parce que je sais aujourd'hui que beaucoup de Maliens nous font confiance. Beaucoup de Maliens comprennent le combat que nous menons et ils ont fini par comprendre. Le pays qui nous suit le plus après la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Et beaucoup de Maliens aujourd'hui ont compris que leur destin, c'est nous qui le jouons. Parce que, un, nous n'avons aucun intérêt au Mali. Et de deux, notre intérêt, c'est de protéger d'abord notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, d'un pays exportateur de djihadisme, mais aussi de les aider dans le même temps. Et donc, à travers notre ligne communicationnelle, beaucoup de Maliens du Sud ont compris que ceux-là, ce ne sont pas des gens qui sont là pour insulter ou bien pour essayer de mentir aux Maliens, puisque depuis que chaque fois que nous parlons du Mali, tout ce que nous avons dit, j'ai toujours dit, prenez un seul fait qui ne s'est pas réalisé. Et donc, les Maliens du Sud comprennent cela. Et donc, il faut toujours les interpeller pour faire accroître le nombre de Maliens qui doivent être lucides, puisque Youssouf Batili, alias Raspat, a été arrêté. Mais son combat doit continuer parce que c'est un frère en idéologie. Les âmes sont couplées. Et donc là, qu'on le veuille ou pas, c'est le même combat pour l'Afrique que nous menons. Et nous devons donc continuer ce combat-là en montrant la vérité aux Maliens qui veulent ouvrir leurs esprits et aux Africains qui veulent copier. Même hier, il y a un Malien qui m'a dit, mais pourquoi tu es... Il dit non, c'est parce que le Mali a décidé d'être un mauvais exemple. Et donc, on va l'aider à se présenter au reste de l'Afrique pour que d'autres pays ne copient pas ce modèle-là. Parce que ce qui trompe beaucoup de personnes, l'Algérie est un pays pourvoyeur de djihadisme, mais les Maliens ne vont jamais s'attaquer aux Algériens. À travers la bande internationale de l'Iran, ils financent beaucoup de personnes. Mais ça, c'est une autre question qu'on va développer un autre jour. Parlons de la séquence critique au Mali. Difficultés économiques et budgétaires, gouvernance hypothétique, retrait de l'amunissement et conséquences. État de guerre entre les forces armées maliennes, associées aux mercenaires de Wagner et les groupes armés du Nord. Jusqu'ici contenu par l'accord de paix de 2015, encore appelé accord d'Alger. Tournant critique dans une transition aux issues incertaines. Même les plus fervents soutiens de la junte assimienne au pouvoir ne cachent plus leur pessimisme. S'agissant de l'issue de la transition et de la capacité des dirigeants du régime militaire à éviter le pire pour leur pays. Ils disent aujourd'hui que même ceux qui soutiennent, qui sont les soutiens les plus durs de la transition militaire au Mali aujourd'hui, sont convaincus que les choses vont mal finir au Mali. Que ce régime-là va conduire le Mali dans les volcans. Il faut dire que les motifs d'inquiétude ne cessent de s'accumuler dans les domaines sécuritaires et socio-économiques. Et donc, les problèmes en termes économiques, la souffrance des populations et aujourd'hui les meurtres des populations sont devenus aujourd'hui le quotidien de tous les Maliens. Les langues se délient et les mêmes qui vantaient les mérites des putschistes, il y a peu encore, confient désormais Mesovossé qu'il est temps de sortir de cette transition. Donc ceux qui sont sortis pour dire à bas la révolution, Assimi sera notre sauveur, l'Afrique sera libérée à partir du Mali, aujourd'hui ces mêmes personnes sortent pour dire, vrai, là, il est temps qu'on puisse quitter dans cette situation-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de goudron. Aujourd'hui, il n'y a plus de route. Aujourd'hui, il n'y a plus d'électricité. Aujourd'hui, il n'y a plus de nourriture. Aujourd'hui, 90% du territoire est pris par les groupes djihadistes. Aujourd'hui, la junte n'a pas de solution aux problèmes économiques des Maliens. Il est temps de sortir de cette transition. Mais comment sortir de cette transition? Dans un soupir, des interlocuteurs se contentent de me répondre. Il faut maintenant prier pour le Mali. L'hypothèse du chaos, équilibre économique fragilisé, la crise énergétique avec EDM aux racines anciennes qui prive des millions de Maliens de la fourniture d'électricité souligne un peu plus chaque jour une gestion lacunaire de l'État. Parce qu'en réalité, ceux qui sont à la tête de l'État malien aujourd'hui n'ont aucune connaissance de la gestion d'un État. Et donc, ils ont soumis injustement la vie des Maliens au hasard. Le caractère inédit de la fréquence des délestages et de la distribution aléatoire du courant électrique
jette, si l'on peut le dire, une lumière crue sur une réalité économique particulièrement alarmante. La crise de fourniture d'électricité se double d'une dette insurmontable de la société d'État Énergie du Mali, en abrégé EDM, pratiquement menacée de la banqueroute. En vérité, ce que les gens ne disent pas aux gens, ce que la gente ne veut pas dire aux gens, c'est pas une histoire de 49 citernes, après 49 militaires, et j'ai compris qu'ils ont un goût pour le chiffre 9. Mais ce qu'ils ne savent pas, quand on rentre en numérologie, le chiffre 9, c'est la fin de toute chose. Et donc, ça veut dire que ce régime-là, quand on parle de 9, là, ça représente 0 en numérologie, c'est aussi la fin de toute chose. Et donc, après 49, on avait 59, demain, ça sera 9 et ça sera votre fin. Et donc, on a tout compris que, en réalité, ce ne sont pas les 49 citernes qui ont disparu. Ce n'est pas les 150 millions de litres de carburant en Guinée, encore moins. Ce n'est pas un problème avec EDM lui-même, mais c'est qu'aujourd'hui, la société d'État qu'on appelle Énergie du Mali doit tellement de milliards aux fournisseurs d'électricité qu'actuellement, là, cette société-là est complètement sur le point de fermer. C'est ça la vérité qu'ils cachent aux gens. EDM, là, Énergie du Mali, là, actuellement, là, c'est une société, ils veulent déposer même la clé sous la porte. Ça ne va pas. Parce qu'il y a eu trop de détournements et trop de gabégie. À cela s'ajoutent les scandales de gestion au sein de cette société. Relevés récemment par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Kamara, qui a condamné publiquement les actes délitieux allant des vols de carburant aux pratiques de surfacturation. Des mauvaises habitudes endiémées dont les conséquences sont devenues plus sensibles dans un pays aux équilibres économiques dangereusement fragilisés. Comme un seuil critique des difficultés économiques auxquelles sont confrontées les populations, la crise de l'électricité semble marquer les limites d'un pouvoir militaire qui, depuis 3 ans, s'est davantage appliqué à produire des discours destinés à galvaniser ses zélateurs, plutôt qu'à mettre en œuvre un projet économique et social en mesure de garantir à l'ensemble des citoyens la satisfaction des besoins ordinaires. Voilà 3 ans que les Maliens sont là. Ils ont espéré qu'Assimi allait leur apporter le bonheur, ou tout au moins un peu de bonheur, mais que ce fut le contraire. Aujourd'hui, depuis 3 ans, même le Malien le plus simple qui arrive à manger aujourd'hui 2 fois par jour, peine aujourd'hui à manger 1 seule fois par jour. Aujourd'hui, je vous l'avais dit, plus de 50% des Maliens aujourd'hui n'arrivent plus à manger ne serait-ce qu'une bonne fois par jour. Je n'ai pas dit qu'ils ne mangent pas une fois, j'ai dit qu'ils n'arrivent pas à manger correctement une bonne fois par jour. Parce que quand tu manges une alimentation déséquilibrée, quand tu manges une alimentation déséquilibrée mais qui est insuffisante, vrai, là, tu n'as pas mangé. Et aujourd'hui, en plus de cela, les coupures d'électricité font que tous les secteurs d'activité économique qui sont liés à ça, à l'électricité, sont en faillite. Voyez-vous? Et quand on leur demande quelles sont les solutions que vous avez, non, nos solutions, c'est que ce sont les Ivoiriens qui sont contre nous. Nos solutions, c'est que c'est le monde entier qui est contre nous. Le monde entier ne peut pas être contre le Mali si vous-même, vous ne vous reprochez pas quelque chose de mauvais que vous avez eu à faire. Il faut bien en conclure que ce pouvoir d'exception n'a pas vocation à s'inscrire d'un tel projet dans son agenda. Autre sujet de préoccupation, et non des moindres, la situation sécuritaire. Ayant toujours montré sa défiance à l'égard de l'accord dit de paix et de réconciliation de 2015 qui avait, en quelque sorte, gelé le conflit entre les groupes armés, les ex-rebelles irrédentistes, signataires de cet accord et le pouvoir central, le régime d'Assimi a multiplié ces derniers mois les signes de sa volonté d'en découdre avec les entités armées. Il faut dire que le statu quo créé par l'accord de paix d'Alger profitait à ces derniers qui, au fil du temps, se sont installés dans la confortable idée d'une cogestion informelle du territoire avec le pouvoir central d'Abidjan. En 2015, les gouvernements qui ont précédé Assimi avaient signé un accord avec les gens de l'Azawad. Comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre les djihadistes et les bandits et l'Azawad. Les gens de l'Azawad sont des Maliens. Ils sont Touaregs. Leur région est désertique et le Mali est vaste. Leur crime, c'est de dire à l'État malien, prenez-nous en compte, nous sommes aussi des êtres humains, permettez-nous qu'on puisse avoir quelques commodités pour survivre. L'État malien, dans tout leur ensemble, a toujours fermé les yeux sur ces réalités.
c'est ce qui va faire que certains parmi les Touaregs vont se lever pour réclamer leurs droits. Soit on est malien, on bénéficie quand même des droits que l'État accorde à tous les Maliens, ou bien on ne l'est pas et donc on cherche à nous gérer nous-mêmes. Voilà le problème Touareg. Maintenant, dans ce problème, il y a d'autres groupes maintenant, des djihadistes et autres, qui ont profité de cela et qui, de façon sporadique, de temps à autre, entrent en lien avec certains groupes armés, parce que c'est la guerre, hein. Il y a toujours des alliances qui se font et qui se défont, et puis ils essayent de frapper l'armée malienne, ou même l'armée malienne aussi, qui a aussi, j'ai déjà fait une émission sur ça en 2021, qui a plus de 15 milices, en partant de Ambassagou, pour passer par les mouvements de Youssouf Toloba et autres. Il y a plus de 15 milices, j'ai déjà fait une émission sur ça, on ne va pas rentrer dans ça. Et donc, voyez-vous, aujourd'hui, depuis 2015, quand cet accord a été fait, même si ce n'était pas un accord parfait, ça permettait au moins de maintenir la paix. Ça permettait de maintenir les soldats maliens en vie et ça permettait aux gens de l'Azawad de vivre relativement dans une certaine paix. Aujourd'hui, l'armée malienne nous dit qu'elle va attaquer Kidal et que l'armée malienne de 2023 n'est pas l'armée malienne de 2012. Mais ce que vous oubliez aussi là, c'est qu'aussi les mouvements armés de 2012 aussi, de la même manière que vous êtes armés là, c'est comme ça, eux aussi se sont surarmés. Et donc, en fin de compte, qui va perdre? Ce sont les soldats maliens qui vont mourir pour laisser leurs femmes et leurs enfants. C'est l'armée malienne qui va perdre. Pendant qu'Assimi est en train de donner de l'argent à des prostituées maliennes pour faire la promotion des thés et pour faire la belle vie, et eux-mêmes ont déjà payé des appartements à Paris et ont leurs enfants inscrits dans les établissements français en dehors de Bamako. Et donc, ce sont les pauvres citoyens du Mali qui vont mourir. Depuis 2015, une partie de l'opinion malienne n'a cessé de dénoncer à juste titre cette forme de duplication territoriale. Aujourd'hui, alors que le pays est sur la pertinence de la stratégie que la junte a choisi de mettre en œuvre pour remédier à cette situation, effectivement, c'est ce qu'ils avaient dit, qu'ils viendraient pour reconquérir la totalité du territoire malien. Mais, de vous à moi, depuis qu'ils sont venus, prenez seulement le dernier président qui a été démocratiquement élu. Il s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Au Mali, les gens l'appellent Ibrahim Keïta. Maintenant, prenez le temps d'Ibrahim Keïta et regardez le territoire qui était occupé par les djihadistes à l'époque d'Ibrahim Keïta et regardez aujourd'hui l'ensemble du territoire qui est occupé par les djihadistes et les groupes armés. Vous verrez simplement qu'aujourd'hui, les mouvements djihadistes, les mouvements armés ont plus de terrain sous le régime militaire que ce ne fut le cas pendant qu'un militaire dirigeait et un civil dirigeait en la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, ce qu'eux-mêmes disent là, ça a été le contraire qui s'est produit sur le terrain. Et ils ont fait venir des mercenaires Wagner. Mais ces mercenaires, on vous a dit, ne sont pas venus pour protéger les Maliens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens ne vous disent pas que les Wagner violent les femmes, les Wagner tuent les gens, les Wagner rentrent dans les maisons des gens pour voler leurs motos, les Wagner se permettent tous les crimes? Est-ce qu'un régime qui est venu pour aider son peuple, est-ce que c'est comme ça qu'ils doivent se comporter? Voilà ce que nous expliquons. Le Rubicon de l'expulsion de la MINUSMA. Pour le régime issu de 2 putschs consécutifs, la lutte revue et corrigée entre guillemets contre les groupes armés non étatiques fut soumise à quelques préalables. La rupture de toute coopération avec la France et autres partenaires européens. Le retrait du Mali du dispositif sécuritaire du G5 Sahel. Et concomitamment, le recours à la coopération russe à travers les mercenaires du groupe Wagner. Et donc les Maliens, à travers Assimi, qu'est-ce qu'ils vont faire donc? Ils vont essayer de créer inutilement des problèmes. Pour dire peut-être que si on fait ça, le monde entier, en faisant du chantage, va peut-être changer de posture et maintenant accepter que lui, l'homme illégal et illégitime au pouvoir, vienne et que ce soit lui que les autres suivent. Et donc dans un premier temps, ils vont dire que c'est la France qui fait venir des avions et qui bombarde l'armée française. Ils vont tout imaginer. Et ils vont dire à la France de quitter. La France prend ses bagages, elle quitte. Après, ils font la même chose aux Allemands. Après encore, ils refont la même chose aux Ivoiriens et à tout le dispositif de la MINUSMA, qui est la mission de stabilisation au Mali. Finalement, la mission de la MINUSMA qui a été au Mali sous la demande du gouvernement malien. Et donc,
à travers une résolution qui a été votée au Conseil de sécurité de l'ONU, n'avaient d'autre choix que de quitter le Mali. Et donc, pour quitter le Mali, effectivement, ils ont signé un accord de partenariat. Comment vous allez quitter? Et dans ce comment vous allez quitter, les autorités maliennes, à travers Abdoulaye Diop, qui sont venus en 2022 pour crier sur les tribunes de l'ONU que la MINUSMA doit quitter, et qu'eux, aujourd'hui, peuvent, avec la coopération russe et les mercenaires Wagner, gérer le pays et sécuriser les Maliens. Quand toi, tu demandes à quelqu'un de quitter ta maison, et que la personne quitte plus vite que tu ne l'as espéré, mais tu dois être l'homme le plus content. Ça devient un bon débarras. Si je demande à Barouba ou bien à Baka Traoré, je dis quitter ma maison, et il dit, oh, éclaireur, comme tu dis de quitter là, bon, nous, on s'en va. Mais c'est moi qui dois être l'homme, c'est les Maliens qui doivent être les plus heureux. Mais qu'est-ce que la junte a fait? En fait, la junte était dans un jeu où elle voulait jouer avec l'esprit. Où elle voulait jouer avec l'esprit du monde entier. Si on fait des pressions, comme si le monde était tellement serré du Mali, que s'ils ne sont pas au Mali, ils vont mourir. Mais ce que vous voyez là, le monde est plus grand que ça. Et les gens sont plus intelligents. C'est vous qui êtes les idiots. Donc quand ils ont fait ça, la ministre m'a dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas nous qui vous avons demandé de demander dans une résolution qu'on vienne ici. Mais comme c'est vous encore qui nous dites de quitter, nous on va quitter. Mais maintenant, comme vous avez dit de quitter là, vous nous avez demandé de quitter au plus tard le 31 décembre 2023. C'est ce que vous avez dit. Mais nous, on va s'apprêter et puis on va quitter le plus tôt possible. Maintenant, nous sommes aujourd'hui, le 31 octobre 2023, quand la ministre est en train de quitter aujourd'hui, cette même gente-là se lève pour dire « Ah non, 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 pourquoi vous voulez partir? Pourquoi vous ne restez pas? Vous aurez dû attendre d'abord, vous devez aller doucement, doucement. » Non, non, non. Vous ne leur avez pas demandé de quitter doucement. Vous leur avez dit de quitter votre pays. Et quelqu'un qui se répète, qui a de la dignité là, quand tu lui dis de quitter dans un endroit qui n'est pas le sien là, il quitte vite. Parce que si quelque chose arrive aux soldats de la paix, ça sera une lourde responsabilité à supporter. Et donc, c'est dans ce contexte-là donc qu'aujourd'hui, l'armée malienne, sur plus d'une trentaine de demandes pour pouvoir acheminer le matériel de la MINUSMA par avion, pour pouvoir quitter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pensent qu'eux, ils sont malins. Ils ont, sur les 30 là, ils ont accepté seulement de valider un seul vol. Là maintenant, si la MINUSMA n'arrive pas à faire bouger ses matériels, elle va rester. C'est là maintenant qu'on a conseillé à la MINUSMA, on dit, écoutez, ne perdez pas le temps. Le matériel que vous ne pouvez pas utiliser, détruisez, et puis vous quittez. Et donc, quand ça s'est fait, ça les a fait mal. Parce que pour eux, quand ils allaient occuper le camp, là, ils allaient trouver tous les armements avec toutes les commodités, et ça allait les aider dans leur guerre. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la MINUSMA, là, ce n'est pas une armée qui vient pour faire la guerre. La MINUSMA, là, dans le traité de l'ONU, là, il n'y a pas écrit dedans que la MINUSMA est venue pour lutter contre les groupes armés. On dit que c'est une force d'interposition et de paix. Et donc là, la MINUSMA ne peut pas donner les armes à l'armée du Mali et la MINUSMA ne donnera pas aussi les armes à l'armée, au groupe armé. Et donc c'est pourquoi la seule issue, si vous les empêchez de sortir avec les armes, c'était de les détruire. C'est le bon sens. Et donc, leur plan n'a pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire beaucoup de bruit pour dire aux gens, non, la MINUSMA, si quelque chose se passe, c'est la MINUSMA. Mais vous vous trompez gravement. Parce que le monde entier, là, tout ce qui se passe là, les gens sont vivants, ils voient tout ce que vous avez fait. Et je l'ai dit ici une fois, tout ce qui va se passer, ça sera la faute d'Assimi Goïta et il va supporter ça avec sa junte. Ce sont ces derniers qui murmuraient à l'oreille de l'exécutif militaire à inciter à franchir le Rubicon. Mais qui a demandé à la MINUSMA de quitter? C'est Assimi et sa bande. Mais qui leur a donné le conseil? C'est les mercenaires du groupe Wagner qui ont demandé. Là, le Mali va devenir plus faible et le Mali sera une proie facile. Et maintenant, ils vont pouvoir utiliser cette zone-là pour faire n'importe quoi. Parce que quand la MINUSMA était présente, la MINUSMA enregistrait toutes les violations des droits de l'homme. Et il se trouvait que Wagner, il commet trop d'exactions.
Et donc le plan qui est derrière, que les Maliens eux-mêmes ne savaient pas, c'est que c'était d'abord un plan pour que le Mali devienne plus faible. Et Wagner va pouvoir faire ce qu'ils veulent sur le territoire malien. Et ça, quand on dit ce qu'ils vont faire, ce sont les violations des droits de l'homme. Et croyez-moi, ce sont les Maliens et les Maliennes, les filles et les fils du Mali, que ces Russes-là vont tuer de n'importe quelle manière. Ils ont même tué même des soldats maliens. Et donc, voyez-vous, est-ce que c'était pour ça que ces gens-là étaient venus ici, au Mali? Ainsi convaincus de l'idée que l'équation sécuritaire pouvait se résoudre dans un huis clos exclusivement régi par l'armée malienne et ses associés de mercenaires de Wagner, la junte a confié à son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, la mission de mettre en scène l'expulsion de la MINUSMA du sol malien, ce qui fut fait le 16 juin 2023 devant le Conseil de sécurité de l'ONU dans l'un de ses discours aussi enflammés qu'excessifs dont Abdoulaye Diop est désormais coutumier. Et donc, à partir du 16 juin 2023, après je vous ai dit 2021, Abdoulaye Diop a fait la même chose. Après encore, leur ministre soi-disant, par intérim Premier ministre, est venu reprendre les mêmes choses. Et donc le 16 juin, on est encore en 2023, le 16 juin 2023, les gens disent qu'il n'y a pas de problème. Votre pays, là, à la fin de la journée, c'est pour vous. Dénonçant l'échec de la MINUSMA, Abdoulaye Diop avait alors farouchement jeté l'anathème sur cette mission onusienne, affirmant que cette dernière semble devenir une partie du problème malien. Ils disent que même la MINUSMA est devenue un problème même pour les Maliens aujourd'hui. Mais la MINUSMA qui est devenue un problème pour vous là, le 16 juin 2023, tu as dit ça devant le monde entier. Mais ce qui est devenu un problème là, quand aujourd'hui le problème lui-même décide de s'extraire du Mali, ça doit être une fierté, un soulagement pour tous les Maliens. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas encore que la MINUSMA quitte. Affirmant que la MINUSMA semble devenir une partie du problème malien, avant d'avancer que la souveraineté nationale du Mali serait confrontée par la fin de la présence de la MINUSMA sur le territoire malien. Il va aller plus loin encore pour dire aux gens que lorsque la MINUSMA va quitter le Mali là, que c'est là que le Mali va avoir sa souveraineté. Mais la souveraineté véritable, c'est quoi? La souveraineté là, il n'y a aucun pays qui est souverain sur la terre. Même les États-Unis ne sont pas souverains. Les États-Unis doivent des milliards à la Chine. Les États-Unis doivent des milliards au Japon. La France ne peut pas être souveraine parce qu'elle a besoin de ses colonies pour survivre. Ainsi de suite, ainsi le monde est fait. Il n'y a pas quelqu'un, même si vous arrivez à chasser tout le monde du Mali, là, vous serez obligé d'aller collaborer avec l'extérieur. Et en collaborant là, c'est un échange que vous faites avec les autres. Vous donnez quelque chose pour avoir quelque chose. Vous donnez ce que vous avez pour avoir ce que vous n'avez pas. Tout le monde est... Il n'y a pas de pays souverain parce que ce soit un pays ou des êtres humains, tout le monde, quand Dieu te fabrique là, quand Dieu te crée là, que ce soit un pays ou même un être humain là, il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Et donc là, tu vas aller vers ceux qui ont ce quelque chose qui te manque pour que vous pouvez négocier ou même vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Et c'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. Maintenant, vous voulez tromper le peuple malien en parlant de souveraineté. Mais la souveraineté dont vous parlez là, un pays qui est souverain là ne demande pas du blé. Un pays qui est souverain là, il s'arrange à être autosuffisant en termes d'alimentaire. Un pays qui est souverain là, il ne coupe pas l'électricité à ses filles et à ses fils. Un pays qui est souverain là, il arrive d'abord à reconquérir son territoire. Un pays qui est souverain là, c'est un pays où les dirigeants se font respecter eux-mêmes. Ils ne font pas de déclarations pour mentir. Vous avez tellement menti au bout de 3 ans. Les Maliens aujourd'hui voient la réalité et ils savent aujourd'hui que vous êtes des menteurs, vous êtes des personnes sans projet, vous êtes des ignorants qui avaient utilisé votre force physique mais sans avoir un grain de cerveau. Un tel argument qui pourrait sous-tendre que le Mali ne serait plus membre de l'ONU est d'autant plus incommodant que plusieurs casques bleus africains ont payé de leur vie leur engagement dans la MINUSMA. Faisant suite à la demande des autorités maliennes et conformément aux règles et usages des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité, fin juin 2023, la résolution 2690 mettant fin au mandat de la MINUSMA. Et donc, comme ils ont dit ça en 2022, et le 16 juin 2023, ils sont venus qu'eux n'ont plus confiance en l'ONU. Donc, en fin juin 2023, 14 jours après le 16 juin 2023, l'ONU a voté une résolution
pour dire, comme vous ne voulez plus qu'on soit sur votre territoire, on quitte. Le numéro de la résolution, c'est le 2690. Ils ont mis fin au mandat de la MINUSMA. Mais les arguments qu'ils vont utiliser, ce sont les arguments des dirigeants maliens qui sont allés dire que la MINUSMA a échoué. La MINUSMA est devenue un problème pour les Maliens et la MINUSMA doit quitter leur territoire. C'est cet argument que le monde entier va utiliser contre vous. Et on attendait même les Maliens aller plus loin. C'était même de quitter même l'ONU. Là, comme ça, ils allaient être indépendants. Ils allaient être eux seuls quelque part. Comme ça, on allait voir que la vraie souveraineté, c'est quand tu es seul. La résolution 2690, qui stipulait une cessation immédiate des opérations et la fin du processus de son retrait au 31 décembre 2023. Ce que vous êtes en train de dire aux Maliens pour leur mentir là, c'est que dans la résolution 2690 là, c'était une cessation immédiate des opérations. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ils sont partis, c'est parce qu'ils ont été gentils. Sinon là, la résolution a dit là, à partir du moment où on a fin juin là, vous quittez et vous ne faites plus rien. Mais c'est parce qu'ils ont été gentils, même qu'ils se sont assis avec vous pour discuter avec vous. C'est ça aussi qu'il faut dire aux Maliens. Il faut arrêter de tromper les Maliens. La résolution 2690 dit, tous les casques bleus qui sont au Mali là, vos opérations là, vous arrêtez ça sur le champ. Depuis fin juin 2023, il n'y a plus d'opérations. Et on leur a dit, non seulement vous arrêtez, mais jusqu'au 31, la dernière date à laquelle on veut voir un pays qui participe, c'est le 31 décembre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avant le 31 décembre 2023, tout le monde doit partir. Ayant pris acte de cette résolution, la MINUSMA a donc entrepris progressivement son retrait du Mali avec des conséquences immédiates sur une situation sécuritaire déjà fortement préoccupante. Déjà que la junte qui avait dit qu'elle venait pour libérer le Mali des groupes djihadistes et des bandits, déjà qu'ils n'ont pas pu le faire, déjà que ça a été même le printemps même des groupes djihadistes et des groupes de malfaiteurs, c'est à se demander si ce n'est pas la junte même qui demande aux djihadistes et aux malfaiteurs d'occuper les territoires. Et c'est dans ce contexte-là que vous demandez, eux ils sont couchés à Bamako, ils demandent aux forces, le monde entier de quitter. Il faut rappeler que, juste après l'annonce du départ de la force onusienne, les groupes irrédentistes, co-signataires de l'accord de 2015, réunis au sein du CSP, PSD, c'est-à-dire le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, après avoir averti que le retrait de la MINUSMA rendrait caduc l'accord de paix, avait signalé que le gouvernement de transition se prépare avec ses alliés russes à nous faire la guerre. Et donc, on l'a dit ici, on va répéter. Leur objectif, ils pensent que cette guerre-là, ils vont la gagner militairement. Et c'est pourquoi ils ont encouragé les coups d'État dans les pays comme le Burkina, le Mali. Là, comme ça, ils pourraient agir, mais en le faisant en dehors du cadre international, toutes les violations des droits humains, elles vont cacher ça. Mais ce qui les trompe, c'est que les groupes Touareg et autres aussi, eux aussi se sont bien préparés. Et eux, actuellement, je vais vous dire malheureusement, tous ceux qui sont du côté d'Algérie, du côté de la Mauritanie et de bien d'autres pays, et même du Niger, les Touaregs du Niger, eux aussi se sont tous mis ensemble. Ils disent le jour que l'armée malienne, avec les Wagner, vont s'attaquer aux Touaregs du Mali, que ce soit les Touaregs du Niger, que ce soit les Touaregs de la Mauritanie, que ce soit les Touaregs du Mali, et que ce soit les Touaregs même de l'Algérie, eux tous vont se mettre ensemble. Et imaginez ce que ça va donner dans le Sahel. Parce qu'en la vérité, après le retrait des forces internationales, les gens là pensent qu'ils vont pouvoir faire un génocide du peuple Touareg. Et il faut le signaler dès maintenant. Il faut le signaler à la face du monde. Ce qui se confirme aujourd'hui sur le terrain. À mesure que la MINUSMA se retire de ses bases dans le nord où elle était chargée de veiller sur le respect des cessez-le-feu et des compromis sécuritaires contractés entre le gouvernement et les groupes armés dans le cadre de l'accord de paix. En octobre, le départ de la MINUSMA des emprises de Tessalit et de Aguelok dans la région de Kidal a été suivi d'affrontements entre les forces armées du Mali, accompagnés de mercenaires de Wagner et les ex-rebelles du CSP-PSD. Les belligérants se disputent l'occupation de ces emprises, jusqu'ici tenues par la MINUSMA et dont
Le pouvoir central revendique la restitution. La crainte du vide. Après une évaluation des conditions matérielles de son retrait, des 7 bases qu'elle occupait, la MINUSMA a signalé dans la région de Kidal un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé, mettant en danger la vie de notre personnel. Pourquoi la MINUSMA a décidé de vite quitter Kidal? La MINUSMA, là, ce sont les différents pays qui ont accepté de faire confiance au monde entier, qui ont donné certaines de leurs troupes. Le rôle de l'ONU n'est pas de mettre ces troupes-là en danger, sinon l'ONU même peut perdre sa crédibilité. Les pays n'ont pas donné leurs militaires pour qu'ils deviennent des proies ou même des victimes. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Comme les dirigeants du Mali actuel ont décidé d'assumer la responsabilité de tout ce qui se passe, c'est totalement normal que eux, en tant que des êtres humains, là, eux, ils aiment vivre. Eux ne peuvent pas, de la même manière qu'eux, ils aiment vivre, ils ne peuvent pas mettre leur vie en danger. Et donc là, comme ils voient que le danger devient de plus en plus grand, c'est ce qui a fait qu'ils ont précipité leur départ de Kidal. Selon la porte-parole de la mission, Fatoumata Sinkou Kaba, certains membres de ce personnel en cours de rapatriement ont déjà subi par endroits des attaques à la mine artisanale qui ont fait des blessés et des dégâts matériels. Partant de ce constat, la MINUSMA a décidé de modifier son calendrier et d'anticiper son retrait qui pourrait intervenir en novembre 2023, bien avant la date butoir de fin décembre prévue initialement. Et donc, si on vous explique clairement pourquoi les gens sont en train de partir, c'est parce que eux là, ce sont des humains. Eux là, ils ont leurs femmes, leurs enfants. Et puis là, si aujourd'hui là, on laisse ces contingents là mourir là-bas pour vous, déjà ceux qui sont morts, vous n'êtes même pas reconnaissants, vous les Maliens. Vous voulez encore qu'ils n'ont qu'à se tuer pour vous? Personne n'est prêt pour ça. On ne se tue pas pour un ingrat. On ne se tue pas pour quelqu'un qui n'a pas de la reconnaissance. Surprise de ce retrait anticipé. Elle n'est pas du goût des autorités maliennes. Par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, elles ont déploré un départ précipité, préjudiciable, selon elles, au plan de reconquête de l'armée malienne des emprises évacuées par la MINUSMA. Et donc, eux-mêmes, là, ce qu'ils avaient dit, c'était pas... ce qu'ils ont dit là, c'est comme un garçon. Quand une femme a cassé ton cou là, et puis te promène dans le village pour dire, ah celle-là, moi je veux plus d'elle. Moi je m'en fous d'elle. C'est parce que c'est elle-même qui a cassé ton cou. Quand ils ont fait ça, il faut partir. Ils ont pensé qu'ils allaient djaouri les gens là. Les gens disent on s'en va. Maintenant que les gens s'en vont là, Abdoulaye Diop, leur ministre des Affaires étrangères, sort pour dire que le départ là est précipité. Ah, non. Mais vous avez donné qu'à quitter. Mais si nous-mêmes on s'en va vite là, c'est là où vous devez être content pour dire bon débarras. Il dit non, si vous partez, c'est pas bon. Après encore, il dit c'est préjudiciable. Ça veut dire qu'en bon français, ça veut dire ça va faire du mal aux Maliens. Et que le fait que la MINUSMA s'en va là, ça va empêcher l'armée malienne d'occuper les emprises effectuées par la MINUSMA. En fait, ce ne sont pas les camps. Ils ne sont pas bêtes. L'armée malienne n'est pas bête. Ils ne vont pas aller se mettre dans un camp et puis s'asseoir. Ce n'est pas un camp qu'ils veulent occuper. C'est les villes là qu'ils veulent occuper. En fait, eux, ils avaient leur plan. Quand ils ont demandé à la MINUSMA de quitter là, ils avaient leur plan. Dès que, si ça fonctionnait là, ils avaient leur plan là, ils allaient occuper les villes là en même temps. Et donc, la MINUSMA a dit, on n'est pas venu pour supporter un camp. Quand vous avez des partis là, on s'en va en même temps. Ça a mélangé leur plan là aujourd'hui. C'est pourquoi, si vous remarquez très bien là, depuis plus d'un mois, depuis le 30 octobre, non, le 30 septembre, ils sont sur la route pour dire qu'ils s'en vont à Kidal. Kidal n'a pas poussé pied. Kidal, là, il n'y a pas pied en bas de Kidal pour dire que Kidal bouge. Kidal a la même place là. Mais depuis là, ils ne sont pas arrivés là-bas. En fait, là, leur première stratégie, c'était d'abord, en fonction du chronogramme, ils allaient directement envahir la ville. Et donc ça a échoué. Aujourd'hui, là, ils sont là, ils ne peuvent pas avancer à Kidal. Ils ont fait plusieurs communiqués. Actuellement, on est en train de boiter à Kidal. Ce sont des fausses images de 2012. Ce sont des vieilles images. Ils ont repris, ils ont montré. Tous ceux qui ont dit ça, là, quand on leur dit, là, Kidal qui est libéré, là, venez nous montrer, là, ils ne trouvent pas quelqu'un. Et c'est malheureux, c'est honteux. Le même ministre Abdoulaye Diop, soi-disant ministre des Affaires étrangères, qui avait sans nuance réclamé à l'ONU un retrait sans délai. Alors que quand eux, ils ont demandé à l'ONU de quitter, là, on dit qu'eux, ils ne donnent même pas de délai à l'ONU. C'est que c'est un chap-chap. L'ONU n'a qu'à prendre ses bagages et puis quitter. Aujourd'hui, le même ministre semble désormais partir, mais
hâtez-vous lentement. Ça veut dire quoi? Il a dit oui, oui, c'est non, on vous a dit de partir. Mais en même temps aussi là, quand on vous a dit de partir là, mais partez, mais partez doucement, doucement. Ne vous pressez pas. Partez, mais ne vous pressez pas. Mais non, frère, c'est pas comme ça. Tu leur as dit partez. Ils sont en train de partir. Ce n'est pas à vous de leur dicter leur vélocité. Ce n'est pas à vous de leur dire d'accélérer ou de décélérer. Ils n'ont qu'à quitter seulement. Navrante extravagance d'un gouvernant sans boussole. Voilà. Quand un pays se fait diriger par des individus sans plan et sans objectif dans les émotions primaires, voilà ça. La jeune pourrait-elle, c'est une faute du journaliste, on ne dit pas la jeune pourrait-il. La jeune pourrait-elle, à présent, craindre le vide, après avoir frénétiquement chassé toutes les forces invitées qui, au cours des 10 dernières années, ont contribué à éviter le pire au Mali. En vérité, même si les forces de l'ONU n'étaient pas de bonnes forces, même si les forces françaises n'étaient pas bonnes là, elles avaient des raisons d'être là. Pourquoi? Parce que leur présence créait déjà une certaine activité économique partout où elles étaient. Ça, c'est un premier avantage. Maintenant qu'il n'y a plus de travail là, surtout dans le nord du Mali là, tous ceux qui ont perdu leur travail là, les djihadistes et les groupes armés vont leur dire, vous voyez, c'est l'armée malienne qui vous a fait perdre votre travail. Venez à nos côtés et on va aller se casser du soldat malien. C'est une manière de dire qu'ils vont massacrer les soldats maliens, quoi. On va aller se casser du FAMA et vous allez vous servir sur le terrain. C'est pourquoi les gens sont en train de tellement rentrer dans le groupe armé. L'armée malienne a produit un communiqué pour dire actuellement, il y a des enfants de 15 ans, il y a des enfants de 12 ans, il y a des enfants de 2 ans qui sont en train de rentrer. Ce ne sont pas des enfants de 12 ans. Quand tu vis au Sahel, là, regardez comment ils sont. Toujours mince, avec taille, façon, là. Ce ne sont pas des enfants, hein. Et donc, en pensant que ça va intéresser les gens. Mais ce que l'armée malienne oublie aujourd'hui, et ce que les dirigeants du Mali oublient aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes, leur voix, là, ne compte plus sur la scène internationale. Parce que la résolution 2690, là, même la Russie a signé, ça a été voté à l'unanimité. C'était un très grand piège contre les dirigeants du Mali. Ça a été voté à l'unanimité. Ça veut dire que tous les pays du monde ont dit, bon, faites ce que vous voulez. Donc, comme tu veux faire ce que tu veux, en tant que Malien, tout le monde aussi va vous regarder pour voir jusqu'où vous allez aller pour voir ce que vous pouvez faire. Et donc, ils ont été pris dans leur propre piège. Et on les regarde là-dedans. La configuration conflictuelle qui se dessine actuellement dans le nord du Mali s'annonce pire que celle observée en 2012, date référentielle de la crise sécuritaire dans le pays. Souvenez-vous, en 2012, avec François Hollande et le président Alassane Ouattara, c'est à travers eux que Djamuna et autres vont profiter pour demander qu'on sauve le Mali. Mais aujourd'hui, tous les observateurs sérieux du monde nous disent que ce qui va arriver au Mali, là, ça sera pire que 2012. En 2012, les djihadistes et groupes armés étaient sur le point de prendre aujourd'hui, de prendre en 2012 Bamako. Aujourd'hui, tous les groupes djihadistes, tous les groupes armés, tous les groupes aujourd'hui ont un intérêt de s'unir contre le gouvernement du Mali seul. Est-ce que vous pouvez gagner ce combat? Une guerre qui constitue objectivement une aubaine, aussi bien pour les groupes armés irrédentistes que pour toutes les entités terroristes confondues, djihadistes ou franchisés État islamique Al-Qaïda. La permanence de la guerre alimente leur raison d'être. Une aubaine aussi pour ceux qui, tels des apprentis sorciers au sein du gouvernement malien, mis sur une guerre longue pour prolonger davantage encore la période de transition censée prendre fin en 2024. Et donc, de la même manière que cette guerre-là va permettre à tous les mouvements djihadistes de se mettre ensemble et de collaborer contre le régime de Bamako, de cette même manière-là, les Choguel Kokala Maïga, les Abdoulaye Diop et les Assimi veulent profiter pour rendre la guerre longue, pour créer plus de chaos dans le pays, pour rendre le pays complètement ingouvernable. Comme ça, à partir de mars 2024, quand les sanctions les plus inhumaines qui n'ont jamais existé vont s'abattre sur le Mali, le monde entier dira, mais non, 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 c'est ce que vous avez souhaité. Des sanctions les plus inhumaines vont s'abattre sur le Mali.
Le Mali va ressembler à un pays du Moyen-Âge. Et ça ne sera pas beau à voir, chers Maliens. Cette hypothèse pourrait toutefois se heurter au mur des exaspérations et des impatiences qui s'expriment de plus en plus au sein de la population, y compris chez certains simples soldats de l'armée nationale. Mais comme nous sommes dans un monde, il ne faut jamais dire jamais. Aujourd'hui, tout le monde a vu les limites d'Assimi de sa bande. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens sont prêts aujourd'hui et ils disent même si vous allez tirer sur nous, on va sortir. Les Maliens, les soldats, les FAMA aussi disent nous en avons marre. On n'avance pas, on ne prend pas de territoire, mais on nous tue tous les jours. Ce sont les djihadistes. Vous avez même humilié l'honneur de l'armée malienne, Assimi à sa bande. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de soldats maliens qui sont prêts aujourd'hui à se révolter contre Assimi et sa bande. Celui qui a écrit l'article s'appelle Francis Laloupo, journaliste et enseignant en géopolitique.